Imaginez un peu, et si les architectes de l'ascension d'un président, ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir, décidaient soudain de démolir leur propre création? C'est le point de départ d'un nouveau livre explosif. Écrit par d'anciens partisans d'Emmanuel Macron, il prétend révéler une instabilité psychologique au sommet même de l'État. Alors voyons ensemble ce que cette volte-face assez spectaculaire nous apprend sur le pouvoir en France. Dès la toute première page, le ton est donné. Les auteurs lâchent cette phrase. De l'aventure flamboyante à la mésaventure narcissique, nous étions de cela. C'est un aveu, et pas des moindres. Ils ne se présentent pas comme de simples critiques, non. Ils admettent avoir fait partie de la machine Macron avant de tout remettre en question. C'est ça, le point de départ de tout ce revirement. Bon, ce livre au cœur de la polémique, il a un titre qui annonce la couleur « Néron à l'Élysée ». On va voir d'un peu plus près qui l'a écrit. Alors, les auteurs, ce sont Nicolas Domenech et Maurice Sfrazan. Et attention, ce ne sont pas des opposants politiques. Loin de là, ce sont des piliers du journalisme parisien, de vraies figures de ce qu'on appelle le système. Et c'est justement ça qui donne un poids si particulier à leur critique. Le réquisitoire ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur même de la machine. Du coup, la question c'est, pourquoi un tel revirement ? L'analyse de la source y voit une stratégie bien précise, résumée par une métaphore assez saisissante. Les créateurs qui se retournent contre leur Frankenstein. Voilà la thèse. L'établissement médiatique, après avoir en quelque sorte créé le phénomène politique Macron, chercherait maintenant à prendre ses distances. Dans quel but ? Eh bien pour se refaire une crédibilité juste avant l'élection de 2027. Histoire de pouvoir, peut-être, proposer un nouveau champion. C'est une façon de se dédouaner de sa propre créature en quelque sorte. Et il faut dire que le retournement est spectaculaire. Prenez Maurice Safran, l'un des auteurs. En 2017, il parlait de Macron comme d'un président philosophe. Aujourd'hui, dans le livre, il dénonce une cour funeste et vulgaire. De l'éloge à la condamnation. Le virage à 180 degrés, c'est clair. Mais attention, malgré ce réquisitoire très sévère, la rupture n'est pas si nette qu'elle en a l'air. L'analyse met en lumière une sorte d'admiration qui persiste, presque un syndrome de Stockholm, entre les créateurs et leurs créatures. Et c'est là toute la subtilité psychologique de leur démarche. Tout en dénonçant le monstre, les auteurs trahissent une sorte de fascination pour la bête politique qu'ils ont contribué à façonner. La rupture, en fait, n'est pas totale. L'admiration est toujours là, en filigrane. Un bon exemple, c'est quand il parle de l'élection de 2022. Il critique sa non-campagne, mais juste après, il conclut que Macron a gagné en grand pro, face à des adversaires qui n'étaient, je cite, pas au niveau. Vous voyez, la critique est là, mais le compliment n'est jamais très loin. Et cette ambivalence, elle est encore plus frappante quand ils prennent la défense de l'épouse du président. La comparer à Marie-Antoinette, lardée de libelle avant d'être décapitée, c'est une défense tellement passionnée que ça montre à quel point ils restent attachés à l'image du couple Macron. Une image qu'ils ont eux-mêmes aidé à construire. On en arrive maintenant à la partie la plus explosive du livre et de l'analyse qui en est faite, celle qui se penche sur les allégations concernant l'état mental du président. Et là, on entre dans le vif du sujet. Premier diagnostic, et il est plutôt alarmant. Posé à travers des témoignages rapportés dans le livre, le président serait-il en dépression ? La citation est assez stupéfiante. Elle est attribuée à son ancien mentor Alain Minsk, qui aurait dit de Macron, je cite, « ce type au narcissisme pathologique qu'il présenterait tous les signes cliniques de la dépression ». Et la raison, il serait paralysé par la peur de l'après-pouvoir. Mais le livre ne s'arrête pas là, loin de là. Il évoque ensuite un diagnostic encore plus grave. On ne parle plus de dépression, mais d'un véritable acte de folie. Ce qui rend cette allégation si puissante, c'est sa source présumée. Ça ne viendrait pas des opposants, mais du propre cercle rapproché du président. Que ses plus proches collaborateurs aient pu penser qu'il avait perdu l'esprit après la dissolution de 2024, c'est une révélation d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Et on arrive à l'étiquette psychologique finale, sans doute la plus sévère, qui est abordée dans ce livre. Alors là, les auteurs font un parallèle assez troublant avec la définition clinique du pervers narcissique. Sans jamais le nommer ainsi directement, ils décrivent un mode de fonctionnement qui y ressemble étrangement. Instrumentalisation des autres, sentiment de toute puissance et une incapacité totale à ressentir le moindre remords. Le portrait est vraiment à charge. Cette critique, elle est même reprise par son prédécesseur François Hollande, qui affirme que Macron a poussé le narcissisme jusqu'au pathologique. C'est une déclaration extrêmement forte, surtout venant de celui qui l'a nommé au gouvernement. Et c'est là qu'on touche à toute l'ironie de la situation. Comme le souligne l'analyse de la source, Hollande est en train de critiquer l'homme qu'il a lui-même propulsé sur le devant de la scène. C'est encore une fois cette histoire du créateur qui finit par renier sa propre créature. Alors, au bout du compte, que faut-il retenir de tout ça ?
L'analyse de la source tire une conclusion qui est, je trouve, particulièrement percutante. Parce qu'au final, la vraie bombe, ce n'est pas tant le contenu des accusations en lui-même. Beaucoup de ces critiques, on les avait déjà entendues, mais en marge du débat public. Non, la vraie nouveauté, c'est qui les porte aujourd'hui. Des journalistes totalement intégrés au système qui transforment ce qui était des rumeurs en un diagnostic validé par l'establishment. Et ça nous amène à un paradoxe assez fou. Le système, via ses propres porte-voix, admettrait que le dirigeant est instable, qu'il aurait pété les plombs, mais il reste en poste. C'est cette contradiction qui est vraiment au cœur de l'analyse. On termine donc sur cette question qui est assez vertigineuse. Lorsque les journalistes mènent d'un établissement de qualifient son leader d'instable et que pourtant rien ne bouge, qu'est-ce que cela nous révèle sur l'état réel du pouvoir ? La question reste ouverte.